Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce dimanche 8 mars. Dialogue social au point mort à l'OPT. La rencontre envisagée ce dimanche entre la direction et les syndicats n'a pas eu lieu. Le mouvement devrait débuter ce soir après minuit. Observer, recenser et mieux comprendre les requins. Une initiative scientifique associe pêcheurs et chercheurs pour enrichir les connaissances sur les espèces présentes dans nos eaux. Un projet de science participative à découvrir en début d'édition. 48 heures pour imaginer et développer un jeu vidéo. Les étudiants de l'école du numérique Canea se sont lancés dans un exercice exigeant pour mettre à l'épreuve leur créativité. En deuxième partie de cette édition, place au grand JT Sport, course de la tahitienne, volleyball et agenda de la semaine. Oriane Tefao fera le point sur toute l'actualité sportive qui a fait vibrer le Fénois. La grève à l'OPT sera effective ce soir après minuit. Les syndicats dénoncent un malaise social, un dialogue interne sous tension et s'inquiètent pour leur emploi. Les détails avec Athéna Milcam et Mereteato. L'année 2026 ne fera pas exception. Un nouveau mouvement social touche les entités du groupe OPT. Parmi les revendications des syndicats, les dossiers Starlink et Google. Les représentants du personnel disent vouloir être rassurés face à une concurrence qu'ils jugent menaçante pour l'emploi local. Ils réclament aussi davantage de transparence autour du partenariat avec le géant du web. Deux sujets qui relèvent surtout de la stratégie du pays et sur lesquels le président s'est exprimé mercredi sur notre antenne. Il y a également dans l'ensemble des points qui sont abordés par les syndicats, 2 ou 3 points qui sont, on va dire, adressés au pays, notamment sur les questions de concurrence avec les nouvelles technologies. Sur ces sujets-là, oui, nous apporterons, on va dire, des réponses au travers de la direction générale et au travers du ministère de tutelle, mais sur le reste, c'est à la direction générale de mener les débats. Vous savez, le pays a été au rendez-vous budgétaire en soutien à l'OPT et même de manière conséquente. Maintenant, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec les deniers publics et on a mis en place un dispositif de surveillance de l'ensemble des satellites du pays parce que quand on analyse au plan budgétaire ce que ça introduit comme dépenses, aujourd'hui on se rend compte que c'est beaucoup d'argent public. Le président Moetai Broderson estime que le contexte n'est pas favorable à des revendications salariales. Il assure par ailleurs qu'aucun plan social ne lui a été présenté. De leur côté, les syndicats décrivent un groupe fragilisé. Ils dénoncent une gouvernance jugée incompétente, un climat social dégradé et la baisse de certaines primes. Ils réclament aussi une revalorisation salariale et une meilleure reconnaissance des missions de service public assurées dans les îles. Les représentants du personnel contestent également le calcul de certains congés payés, un dossier porté devant le tribunal par des employés, encore dans l'attente de la décision de justice. Mercredi, aucun échange sur le fond n'a eu lieu, les syndicats refusant la présence d'un directeur Donati. Après 2 nouvelles invitations vendredi et dimanche déclinées par l'intersyndicale, les négociations doivent reprendre demain matin. À noter que la direction de l'agriculture et la CIPAC entreront elles aussi en grève ce dimanche après minuit au terme d'un préavis en début de semaine. Plongeons à présent dans les eaux polynésiennes où scientifiques et pêcheurs s'unissent pour mieux connaître les requins. Sanctuaire marin depuis près de 20 ans, la Polynésie continue d'explorer les mystères de ses océans. L'Association pour la recherche sur les écosystèmes profonds a lancé un projet de science participative, Temau Iterau Otefeia Ravaai. C'est donc le but d'identifier certaines espèces encore peu observées dans nos eaux. Le reportage de Thomas Chabrol. Des vidéos ou des photos réalisées par des pêcheurs. Sur l'eau, ils sont des observateurs privilégiés de l'océan. Leur expérience est une source d'informations précieuse pour cette association spécialisée dans les écosystèmes profonds. Les pêcheurs, ils sont tous les jours sur l'eau, ils sont tous les jours dans l'eau, ils voient plein de choses que nous, en tant que scientifiques ou comme moi, technicien, on ne va pas voir vraiment tous les jours. Par exemple, sur les réseaux sociaux, j'ai pu rapporter plus d'une dizaine quand même d'observations. Après, j'ai pu discuter avec les pêcheurs par message.
Puis après aussi, j'ai fait des missions à Reatea et à Bora Bora où j'ai pu aller à la rencontre des pêcheurs. C'est pour récolter leurs observations que le projet de sciences participatives Temo Itero au Feia Ravaei a vu le jour en octobre. Des données qui sont ensuite transformées en informations scientifiques. On a pu du coup représenter un peu des cartes avec les zones où certaines espèces ont été pêchées. On a pu vraiment faire le point pour l'identification de certaines espèces sur lesquelles on pouvait avoir un doute. Mais les captures de requins restent accidentelles. La plupart du temps, il s'agit de déprédation. Les requins viennent se nourrir d'un poisson déjà pris sur la ligne. La présence des pêcheurs attire aussi des espèces rarement visibles. Dans les observations qui nous sont rapportées, il y a très peu de mortalité au niveau des requins. C'est d'ailleurs surtout des observations qui, des fois, ils ne sont même pas capturés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des observations qui nous sont rapportées, ce sont des observations sur des lignes de pêche qui excèdent les 100 mètres de profondeur. Et du coup, on a accès à une biodiversité qui, normalement, est cachée. En quelques mois seulement, le projet a déjà permis de collecter une cinquantaine d'observations. Parmi elles, une espèce très rare vue pour la première fois en 2021 à plus de 400 mètres de profondeur. C'est Echinorinus cookei, donc en français c'est le squale bouclé du Pacifique. On a essayé de faire quelques recherches, apparemment en langue locale il n'a pas encore de nom ce requin-là. Dans ces cas-là, les pêcheurs notent ou décrivent l'espèce, relèvent la position GPS, la profondeur de la ligne ou encore le type d'appât utilisé. J'ai plus de pêche au poito qu'autre chose. Mais par exemple, il y a aussi de la chasse sous-marine, il y a aussi de la pêche au parou, il y a du jig, il y a de la pêche à la traîne. À terme, cette base de données pourrait permettre de mieux comprendre la répartition de ces prédateurs essentiels à l'équilibre des écosystèmes et profondément ancrés dans la culture locale. Créer un jeu vidéo en moins de 48 heures, c'est le défi lancé cette semaine aux étudiants de l'école du numérique Kanea. Le thème sous pression, les jeunes ont dû redoubler d'ingéniosité pour livrer un prototype dans les temps. Commentaire de Manahau Tauvavau sur des images de Sam Teinaure. Nuit blanche pour les étudiants de l'école Kanea. Ils n'ont que 2 jours pour créer un jeu de plateforme. Et dans cette course, ils sont nombreux à s'affronter. Alors, pas de temps à perdre, chaque seconde est précieuse. Lundi, j'ai dormi 1h30. Hier soir, j'ai dormi 2 heures. Et aujourd'hui, dès qu'on a fini la Game Jam, je retrouve mon lit. Je pense que je vais dormir toute la journée. Pendant 48 heures, nos élèves sont quasiment restés sur place tout le temps. Ils sont rentrés pour se doucher, d'autres pour faire une petite sieste. Ils pouvaient dormir un peu dans les locaux s'ils avaient besoin de faire une petite sieste. Et en plus de ça, le CNAM a offert les pizzas le soir, vraiment pour motiver. On les appelle nos Aito, les sportifs qui doivent gagner cette compétition. Donc c'était vraiment une ambiance cool, tout simplement. Cet événement, c'est la Jam Academy, une sorte de marathon de création de jeux vidéo. C'est la 2e fois que nos étudiants participent à cet événement. C'est organisé par Kanea et Brassard, une école qui est basée à Aix-en-Provence. En tout, on a environ plus de 1000 élèves, environ 1500 élèves même, qui participent à cet événement à travers la France et ici à Tahiti. Pour s'organiser, chacun a sa petite astuce. On est 6 dans le groupe. Il y a 2 modélisateurs, c'est ceux qui font les assets en 3D. Il y a 2 dessinateurs, dessinatrices. C'est celles qui font la BD du début, les cinématiques et autres. Après, on a 2 programmateurs et eux, ils s'occupent du bon fonctionnement du jeu pour que ça fonctionne bien, que les mécaniques soient respectées et autres. Au total, 7 jeux seront envoyés à des professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Des experts qui travaillent pour les géants du secteur tels que Electronic Arts ou Ubisoft. Les professionnels qui vont tester les jeux vont avoir un visu sur quel est le niveau qu'on peut attendre des étudiants de Kanea. Cette année, par exemple, on a déjà les effets de la Game Jam de l'année dernière. On a un studio basé à Paris qui s'appelle Parallel Studio, qui fait des missions pour Dontnod et Sony, qui nous a demandé s'ils pouvaient prendre 3 élèves en stage cette année en juin pour potentiellement les recruter dans un an. Pour les étudiants de Kanea, c'est désormais une opportunité annuelle à ne surtout pas manquer. Et dans l'actualité également, une reconnaissance pour un agriculteur du Fénois. Installé à Reatea, Thierry Lison de Loma vient d'être élu président de la Pacific Organic and Ethical Trade Community, un réseau régional qui promeut l'agriculture biologique et le commerce éthique dans le Pacifique. Une nomination qui met en lumière le potentiel de l'agriculture bio dans la région. Jessica Doucet est allée à sa rencontre. Agriculteur engagé et scientifique, Thierry Lison de Loma vient d'être élu à la tête de la Pacific Organic and Ethical Trade Community qui rassemble plusieurs pays et territoires du Pacifique autour d'un objectif, développer l'agriculture biologique et encourager un commerce plus éthique. Beaucoup de reconnaissance et je suis honoré parce que c'est quelque part
une reconnaissance du travail accompli et des compétences. Et en même temps, je sais que c'est presque un cadeau empoisonné parce qu'il va falloir bosser et être à la hauteur du job. La Poètecom accompagne les agriculteurs qui souhaitent adopter des pratiques plus durables, respectueuses de l'environnement et de la santé. Pour le Fénois, cette nomination pourrait permettre de nouvelles opportunités pour les agriculteurs locaux. Plus de formation, comme les échanges de techniques, de coopération dans le Pacifique et une meilleure valorisation des produits bio. Alors ça peut être à l'export des produits d'exception, comme la Polynésie sait en faire de magnifiques, sur la vanille, le rhum. Ça peut être le cacao dans quelques années, puisque la filière se lance, le café, etc. Donc il y a des produits à haute valeur ajoutée qui peuvent intéresser évidemment l'export. Et ça, la Poètecom, elle va aider à aller commercialiser ces produits à l'étranger. Aujourd'hui, en Polynésie, l'agriculture biologique représente environ 4% du marché agricole. Dans son schéma directeur, le pays vise toutefois 25% de bio d'ici 2030, des chiffres qui pourraient évoluer. La Poètecom accompagne également les agriculteurs pour décrocher les aides financières prévues pour ce secteur, facilitant ainsi le développement de leur exploitation. On parle souvent de carbone et de pièges à carbone et d'effets de serre, etc. Donc là, la Poètecom, par exemple, elle peut aller chercher des crédits carbone pour distribuer aux agriculteurs, leur faire une source de revenus supplémentaires. L'idée, c'est d'aller chercher des compensations pour aider cette transition depuis le conventionnel vers le bio, parce qu'un producteur, il ne va pas passer du conventionnel au bio s'il sait que ce n'est pas viable économiquement. Avec cette première présidence polynésienne, la Polynésie française prend une place plus importante dans le développement de l'agriculture biologique dans le Pacifique. C'est ainsi que s'achève cette première partie de l'actualité locale. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon début de semaine et vous retrouve vendredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Et à présent, place au sport avec notre expert. Il est là en plateau avec nous ce soir, le célèbre Oriano Tefau. Oriano, Yorana. Yorana Mika et merci de nous avoir accompagnés et Yorana à tous. Ce soir, on parlera de course à pied, de sport collectif. On fera aussi un focus sur du beach volley avec notre invitée Anne Kari, vice-présidente de la Fédération tahitienne de volleyball. Elle nous parlera de haut niveau au Fénois. Alors, on ne rate pas une seconde et on commence dès maintenant. Le sport, c'est tout de suite. « 4000, c'est le nombre de participantes sur les routes de Pirée pour la tahitienne. La 24e édition était sous le signe du partage, du sport et de la solidarité pour les dames atteintes de cancer. Les détails dans ce reportage. Du blanc et du rose à perte de vue dans les rues de Pirée. La tahitienne est un rendez-vous incontournable depuis plus de 20 ans au Fénois. Amis, collègues de travail ou membres d'une même famille, toutes se retrouvent pour courir ou marcher sur le parcours de 3 km. Le tout dans une ambiance conviviale et solidaire. Je cours pour l'OPT et cette année, particulièrement dans mon agence, j'ai une collègue qui a le cancer. Du coup, si elle me regarde, c'est pour elle. C'était très bien, très bonne ambiance. Mais il faut faire parler les copines aussi. Oh, moi on dit la même chose, hein. Bonne ambiance, très bonne ambiance, ouais. Franchement sympa. Beaucoup de monde, c'est cool. J'ai couru pour Aurélie. J'ai couru pour Aurélie. Franchement l'ambiance elle est trop top. Même pendant la course et tout le monde s'est encouragé, c'était vraiment trop bonne ambiance. Première fois que tu viens? Ouais, c'était ma première là cette année. J'imagine que tu reviendras. Ouais, carrément, franchement c'est trop cool. C'est une belle course, toujours autant de femmes que les années passées. Et c'est une belle chose. La tahitienne, c'est aussi une course engagée. Les fonds récoltés permettent notamment de financer des soins de détente aux femmes atteintes de cancer. Depuis 24 ans, on fait la tahitienne. Les tahitiennes courent pour les femmes, puisque le but c'est de ramasser des sous pour les femmes. Donc chaque année, c'est de mieux en mieux. Et il y a surtout un esprit de convivialité qui s'est déployé autour de la tahitienne, les entreprises, les copines, tout ça, c'est formidable. Si beaucoup de participants sont venus pour le plaisir, d'autres avaient l'œil sur le chrono. Pour cette 24e édition de la tahitienne, Amandine Matera s'impose en un peu plus de 12 minutes. Elle devance Louise Grogoja et Pauline Moreau, mais l'essentiel était évidemment ailleurs. Partager un moment de solidarité, de sport et de bonne humeur, un message porté une fois encore par les milliers de femmes sur la tahitienne.
Direction Papeari maintenant pour la Tétoa Nui organisée par le club Etheti, une course 2v1 de 20 km disputée dans des conditions musclées où le vent et chaleur au rendez-vous. Et chez les seniors, c'est un rameur de Shelva qui s'est montré le plus fort. Huanui Atoahiva nous raconte la course. Hier, 271 rameurs étaient réunis au Motu Ovini de Papeari pour la Tétoa Nui A. Une boucle de 20 km pour les meilleurs entre la passe de Papeari et la passe de Haïfa de Mataya. Le Fahoro de Opete Teatere Yamano mène la danse quasiment toute la course, mais se fait rattraper dans les derniers kilomètres par Brice Pounoat Ahitua qui s'impose en 1h46 minutes et 16 secondes. Par rapport à la première course de Waruate, j'ai eu un petit souci sur ma pyro. Et là aujourd'hui, ça me tenait aussi de bien faire cette course. En fait, la stratégie c'était de bien sortir au départ, après de bien aussi surfer dehors, parce que là ici c'est le surf de gauche. Ça tapait plus sur le côté balancé. Et voilà, j'ai bien aussi surfé et à la montée, je suis bien revenu. Derrière, la bagarre pour la troisième place est tout aussi intense. Alors qu'il ne se situe pas dans les 3 premiers à l'entrée de la passe à Mataya, Reihire Tavearei donne tout dans le lagon et parvient à décrocher le bronze. Moi, ce n'était pas aussi mon point fort le surf, mais j'ai réussi là comment les tenir. C'était mon objectif de les tenir dans le surf pour pouvoir les tenir dans le calme. Objectif atteint, j'ai essayé de pousser pour venir dans le calme et ça payait pour mon 3e très content. Mais la performance de la journée revient au junior Tavita Chance. Si sa victoire chez les juniors ne surprend personne, il impressionne en signant une 6e place au scratch. Du haut de ses 17 ans, il est le plus rapide de la team Etheti à franchir la ligne d'arrivée. Ça s'est très bien passé pour moi. J'étais bien à l'aise. Je suis bien parti. Un peu choqué aussi que je suis devant les champions. Et ça m'a donné du moral. C'est après, quand j'ai vu que j'étais à l'aise, j'ai fait ma course. Sur le même tronçon, l'infatigable Onomahiki Teururei s'impose chez les vétérans en 1h50 minutes et 30 secondes, devançant le coach des postiers Georges Kronstedt. Veroto de Pierre de Viniv A complète le podium. Et le World Beach Pro Tour fait escale au Fénois du 30 mars au 2 avril dans les jardins du parc Paofei, un rendez-vous international avec 30 équipes venues de 11 nations, dont 3 équipes locales prêtes à défendre les couleurs du Fénois, un événement important aussi puisqu'il servira de test grandeur nature avant les Jeux du Pacifique de 2027. Pour en parler, nous accueillons ce soir Anne Carré, organisatrice de l'événement Yorana. Anne est bienvenue sur notre plateau. Yorana. Alors dis-nous comment ça se prépare cet événement, ça va commencer dans quelques jours, où on en est? Alors ça se prépare déjà 1 an à l'avance et avec de gros challenges. Et oui, c'est vrai, dans 3 semaines, on est déjà sur le World Pro Tour. Alors il y aura 30 équipes, 11 nations, est-ce que tu peux nous parler de ces équipes qui seront en lice? Alors nous avons 30 équipes engagées et du coup, à la base, ils étaient 35. Et donc, les 5 autres ont été retirés de la liste parce que c'est le choix de la FI et c'est comme ça que ça se passe. Pour le Pro Tour, on n'en a besoin que de 16 équipes. Donc, il va falloir faire des phases éliminatoires sur les 30 qui restent. Parlons des athlètes. Ce seront les meilleurs? Alors, ce ne sont pas les meilleurs mondiaux. Mais ce sont des équipes qui font le tour de la Terre pour jouer sur le World Beach Pro Tour parce que ça se passe partout. Et donc pour nos petits Polynésiens, là, nos 3 équipes polynésiennes, ça va être un challenge pour eux qui vont les préparer pour les Jeux de 2027. Alors justement, on aura des équipes tahitiennes, on en aura 3. Est-ce que tu peux nous parler des compositions de ces duos? Alors nous en avons 3. C'était 3 équipes bien volontaires dans les préparations, dans les entraînements. Et ils se sont dit, ben oui, on challenge un peu le World Pro Tour, on y va. Donc aujourd'hui, les 3 équipes, ce sont des équipes recomposées. Donc ce n'est pas des équipes qu'on a l'habitude de voir lors des derniers Jeux, ni des mini-Jeux. Donc on va essayer de voir qui sera la paire pour 2027. On a des experts et des joueurs expérimentés quand même. Hein? Alors, on a un expert dans la paire, donc Nuhuari Paofei, qui s'est dit, allez, il va essayer le beach, sachant que lui, c'était un grand joueur en France. Il est revenu au Fénois depuis 1 an maintenant, et il se lance au beach et il se lance sur le Pro Tour. Il aime bien, il va se lancer, il va tester. Et on croise les doigts pour lui. Allez, au-delà du sport, il y aura aussi des bénévoles et des formations. C'est aussi une manière de faire grandir cette discipline au Fénois, Anne?
Alors, à la base, le World Beach Pro Tour, c'était une petite histoire entre nous trois et on a voulu redynamiser le beach volley en Polynésie avec Ramatari et Dani, il y a déjà 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, avec la préparation des Jeux, on nous a demandé d'utiliser le World Beach Pro Tour comme test event. Donc, tous les bénévoles, tous les officiels seront au taquet pour la préparation des Jeux de 2027. Donc, il y a des protocoles à suivre et tout et tout. Tout sera préparé pour 2027 sur ce World Beach Pro Tour. Alors, ce sera également un test match pour ces Jeux du Pacifique. Ça sera un test match avec le coach. Comment ça va se passer? Il faudra mettre tout ce qu'il faudra, respecter le cahier des charges, le grain du sable. Alors ça, c'est pas le coach qui impose, c'est la FI qui nous impose le sable fin, c'est la FI, les tenues, c'est la FI qui nous impose. Et donc du coup, on va dans la dynamique des Jeux du Pacifique où on veut que tout soit bien préparé, tout soit bien ficelé. Et eux, ils viennent se greffer à nous pour essayer de voir les flux, les volontaires, les protocoles à mettre en place, l'organisation des matchs, les timings, tout ça. Ça, le coach viendra juste à côté de nous pour essayer de voir 2027 comment ça va se passer. Pour nous, on est là pour les aider aussi. Et on invite bien entendu la population à venir nombreux assister à ce rendez-vous. Un petit message justement pour la population. Alors j'invite toute la population, s'il y a des bénévoles qui sont intéressés pour les Jeux de 2027, donc venez sur le Pro Tour. Il y aura un stand mis en place par le comité des Jeux pour recruter les volontaires de 2027 et en même temps vivre ce moment-là parce que les joueurs, ce sont des joueurs internationaux. Il faut savoir que là, pour la première fois, on a des petits pays du Pacifique qui viennent aussi tester le Pro Tour pour les Jeux de 2027, comme les Samoa, les Cook Islands se sont inscrits. La Calédonie, malheureusement, n'ont pas pu s'inscrire parce qu'ils se sont inscrits un peu trop tard. Et venez vivre ce moment-là avec nous et nos beachers et encourager les 3 équipes. Merci Anne d'avoir accepté notre invitation et on se donne rendez-vous dans quelques jours à ce grand événement. Maruru dans 21 jours. Allez, tout de suite, on reste dans l'esprit d'équipe, place au sport collectif et pour décrypter le jeu, Huanui n'est jamais loin. D'ailleurs, il est là. Yorana Huanui. Yorana Iriano, Yorana Anne, Yorana, vous tous ce soir. Alors apparemment, il y avait du football il n'y a pas longtemps. C'est bien ça, Oriano a pris le sable direction le stade Louis Ganivet à Pour-Ey où s'est déroulé le match entre l'AS Tefana et l'AS Piret. Une rencontre engagée entre 2 équipes équilibrées en quête de points à la conquête du titre. À l'issue d'un match animé, les 2 équipes se quittent sur un match nul, 2 buts partout. Retour sur cette rencontre avec notre spécialiste du ballon rond, Désiré Teivao. À Pour-Ey, Tefana et Piret ont offert un match plaisant et indécis jusqu'au bout. La première alerte est pour les Oranges. À la 36e minute, Tehutu Giton ouvre le score pour les visiteurs, 1-0 pour Piret. Les joueurs de FAA réagissent juste avant la pause. À la 44e minute, Kamalani Bennett est à la conclusion d'un joli mouvement collectif, 1 but partout à la mi-temps. En seconde période, le match s'anime dans les 20 dernières minutes. Le capitaine de Tefana, Honoura Maretefau, est exclu à la 70e minute. Mais à 10 contre 11, les hommes d'Efraïm Naraneda prennent l'avantage au score. Tauhiki Ball prend de vitesse Gervais Chankat avant d'inscrire le but du 2-1 pour Tefana. Explosion de joie à Louis Ganivet, une joie de courte durée. 5 minutes plus tard, à la 86e, Tehutu Giton inscrit un doublé et arrache le nul pour Piret. Score final, 2 buts partout. Un résultat qui n'arrange aucune des 2 équipes. Tefana reste 3e à 2 points du leader Mira. De son côté, Piret pointe désormais à 6 points du podium. Je pense qu'on est heureux d'avoir 2 points parce qu'à 10, on aurait pu perdre. Donc là, l'équipe a montré beaucoup de force, beaucoup de solidarité. Donc voilà, par rapport à ça, content. Et voilà, il faut continuer. Le championnat, il est encore long. Et voilà, il va falloir se relever et gagner les prochains matchs. Il y avait de la place pour les 4 points. On va plutôt souligner la bonne performance sur le plan défensif, ce qui a permis à Tefana de ne pas pouvoir s'exprimer comme ils ont l'habitude de faire. Après, je peux que féliciter mes joueurs pour la production de ce soir. C'est vrai qu'on a 6 points de retard sur les leaders, mais on va continuer à travailler, à gagner et à revenir sur les 2 premiers. Rien n'est encore joué dans la course au titre de champion avec 9 journées de play-off qui restent à disputer.
Et tout de suite, voyons ensemble le reste des résultats de ces matchs lors de cette 6e journée de play-off. Comme nous venons de le voir, il y a eu match nul entre Tefana et Pirée. Tamari Punaru s'est lui imposé sur sa pelouse 2-1 contre les Jeunes de Vénus. Et enfin, la sélection U19 de Tahiti s'est inclinée sur le score de 1-2 face à Mira. Tout de suite, nous pouvons donc voir les classements de la Ligue 1. Mira occupe donc la première position avec 21 points. Tamari Punaru est deuxième avec 19 points. L'ancien leader Tefana se retrouve troisième de la Ligue 1 avec 19 points. Pirée est quatrième, Vénus est cinquième. Et enfin, la 6e place revient à la sélection U19 de Tahiti, Oriano. Et avant de se quitter, Juanoui, les jeunes scolaires ont aussi fait du sport en compétition cette semaine. Exactement, Oriano. Sortez vos casquettes et vos rames parce qu'on vous embarque en pirogue. Sur le site de Tehoro, plus de 100 lycéens ont pris part à la Matayahoe, une course de marathon entre établissements scolaires de Tahiti. Tout de suite, le reportage avec notre Fahoro, Oriano Tefao. 9 équipages s'affrontent sur le plan d'eau. 130 lycéens venus de 8 établissements se relaient sur une course de 28 km découpée en 5 étapes. Cette épreuve sert de répétition générale avant la MEO Race, la grande course interscolaire prévue fin avril à Moorea. Et la particularité de cette course, c'est qu'on oblige 5 garçons et une fille. Et à chaque fois qu'un établissement rajoute une fille sur la pirogue, on enlève 30 secondes au temps de l'étape. Ce qui fait que c'est assez intéressant parce qu'il y a des stratégies qui se mettent en place au niveau des établissements. Et nous, on est sur la promotion et le développement du sport féminin. Donc on a trouvé que cette façon de faire, qui est différente de la MEO, où là on oblige 4 garçons, 2 filles, là on est un peu plus encore dans l'aspect un peu tactique et puis on donne la chance à plus de filles. Toute la journée, les équipes alternent entre équipages A et B avant une dernière étape disputée en formation mixte. L'objectif, tester les collectifs, affiner les stratégies et trouver les bons réglages. Notre game plan aujourd'hui, c'est de jouer avec 3 filles, vu qu'on a un bonus de 30 secondes pour chaque fille. Alors pour moi, c'est très bien, ça peut renforcer notre union entre chacun, apporter le respect envers l'autre et voilà, ça nous libère aussi un peu. Quand tu es toute seule, tu as honte forcément. Et quand tu vois qu'il y en a plusieurs, tu te sens beaucoup plus à l'aise que si tu étais toute seule. Je prends pas mal de plaisir quand même en compétition aussi. Ça apporte, on va dire, du défi. Ça apporte du défi. Une manière de valoriser le sport féminin tout en préparant les lycéens aux exigences de la grande course à venir. Au classement final, le lycée de Papara domine encore la course. 3e victoire consécutive, le trophée est définitivement remporté par l'établissement. Le lycée du Diadème termine 2e. Saint-Joseph de Otomoro, lui, complète le podium. Et on continue avec le reste de l'actualité à l'international et au fénois en bref et en images. Toto Dauphin a marqué les esprits samedi soir à Vannes. Arrivé sur le ring entouré d'une horde de supporters marquisiens, le combattant du Fénois a enflammé la salle omnisport de Kerkado. Face à lui, Mike Garros. Mais le suspense n'a pas duré. Le Tahitien a terminé le combat sur un crochet du gauche foudroyant, envoyant son adversaire KO au 2e round. Un succès qui confirme la belle dynamique du Tahitien, déjà auteur de plusieurs victoires chez les professionnels. Prochain objectif, remonter sur le ring dès le mois d'avril, avec toujours la même envie d'avancer. 36 athlètes du Fénois ont participé cette semaine à Auckland au Polynesian Championship. À l'issue des 4 journées de compétition, la délégation tahitienne décroche 13 médailles, dont 3 en or. Chez les moins de 18 ans, Elika Emmanuel remporte le concours du lancer de javelot. De son côté, Jacques Temari s'impose au saut à la perche et le relais 4x100 féminin s'empare aussi de l'or. La moisson est complétée par 5 médailles d'argent et 5 de bronze. Dans le petit bassin de Pater, les nageurs ont répondu présents pour le retour du Challenge Imoa Swim après 2 ans d'arrêt. Cette compétition organisée par le club Imoa Papeete rassemble 23 équipes de 4 nageurs venus d'horizons différents. 3 catégories engagées, interentreprises, interscolaires et open, ouvertes à ceux qui veulent simplement relever le défi. Une formule en relais où chaque équipe doit compter au moins une nageuse pour encourager la mixité dans les lignes d'eau. Collégiens, lycéens, salariés ou passionnés de natation, tous se retrouvent dans une ambiance conviviale. L'enjeu n'est pas seulement le classement, mais aussi le plaisir de nager ensemble et de partager l'esprit d'équipe. Je pense que c'est bien de faire des événements fun comme ça. Ça rajoute de la convivialité au lieu de la grosse compétition.
Et je trouve que c'est un assez bon moment pour beaucoup de monde, petits et grands. Et un dernier coup d'œil sur l'agenda sportif. Mercredi 11 mars, les élèves du Fénois seront au départ de la Presqu'îlienne, une course scolaire très attendue. Samedi 14 mars, les pongistes ont rendez-vous dans la salle de Pater pour le challenge double. Et le même jour, les spécialistes du demi-fond se retrouveront sur la piste de Punaru pour les championnats de Polynésie du 10 000 mètres. Le Grand JT Sport, c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir vibré avec nous. La soirée continue sur TNTV avec Bien dans son Fari à 19h05. Et notre documentaire à 19h15, Famille et paysannes, 100 ans d'histoire. Demain, Vemi Tierlo sera aux commandes du JT. Nous, on se retrouve dans 2 semaines après les municipales. Très bonne soirée à vous tous et restez sur TNTV. Elle a tout pour me plaire. Parler d'amour, c'est son